Et on va maintenant parler d'un ouvrage qui est assez surprenant. C'est une psychanalyste qui l'a écrit. Elle s'appelle Marie-Laure Susini. Regardez comment ça s'appelle. Éloge de la corruption. Ça fait frémir. Méfiez-vous des vertueux, ces gens-là sont de vrais dangers publics, c'est en tout cas la thèse de la psychanalyste Marie-Laure Susini avec son éloge de la corruption paru chez Fayard. Marie-Laure Susini s'assoit sur le divan de l'incorruptible Pierre Sled. Oui, c'est vrai que c'est pas facile de commencer avec vous parce que éloge de la corruption, c'est évidemment le contraire de l'éloge de la vertu. Finalement, c'est beaucoup moins faux cul que faire l'éloge de la vertu. C'est-à-dire que c'est plus audacieux et c'est même très audacieux. Cela dit, c'est pas l'éloge de la malhonnêteté. C'est un travail conséquent qui. En fait, j'entendais Gonzague Saint-Brie qui parlait de la signification des mots et de l'importance des mots. M'étant passionné pour le mot corruption, j'ai découvert que je tombais au carrefour du politique, du théologique, du juridique, et que j'étais là à un endroit d'où on pouvait sortir la structure du totalitarisme. Oui. C'est-à-dire que j'étais très loin effectivement de faire l'éloge de la vertu, puisque la contrainte au bonheur vertueux est exactement la structure du totalitarisme. C'est très fascinant, la corruption et les incorruptibles aussi le sont. On en a fait même une série. Est-ce que c'est justement pas fascinant parce que on sait très bien que c'est pas forcément éternel, c'est pas forcément toujours vrai non plus. On vient d'avoir des exemples aux États-Unis qui sont incroyables aussi. Oui, oui. Alors les incorruptibles, c'est vrai que au départ, je me suis intéressé aux incorruptibles. Je ne le dis pas dans mon livre là, mais je vous donne un peu de ma biographie. J'ai été un moment psychiatre à l'hôpital et je soignais des malades dangereux. C'est un service pour malades difficiles et dangereux. Et je me suis intéressé à quelques patients qui étaient des incorruptibles passionnés et qui n'inspiraient pas forcément de premier abord la sympathie. Vous décrivez ça comme une pathologie, presque. Oui, c'est une violence terrible. C'est-à-dire que pour apporter par la contrainte le bonheur définitif au monde et la pureté et l'innocence au reste du monde, ils étaient prêts à la purification par le glaive et par le feu, et ils avaient d'ailleurs commis des passages à l'acte extrêmement violents, ce qui fait qu'ils s'étaient enfermés. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser effectivement à une certaine pathologie de l'incorruptible totalitaire, celui qui veut vraiment rendre à la société une innocence originaire qu'elle n'a jamais eue. Voilà, c'est comme ça que je suis venu. L'homme par nature est-il corrompu ou corruptible? Eh ben alors ça c'est une excellente question. Évidemment la corruption au départ, et c'est pour ça qu'elle dégoûte à ce point, elle est répulsive, c'est la corruption du corps. C'est la putréfaction de notre propre corps après notre mort. C'est une chose qui est absolument insoutenable et qu'on ne peut pas envisager. À chaque fois qu'on prononce le mot corruption, on a vraiment ce dégoût sur cette logique de la dégradation du vivant après la mort. Et évidemment, l'homme par nature est corruptible, comme tout être vivant. Tout être vivant est corruptible, c'est-à-dire que tout simplement, il est soumis à la décomposition après la mort. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, la langue occidentale est tout simplement, par une invention de la chrétienté et par une invention, il faut bien dire, du constructeur de la théologie chrétienne, qui est saint Paul, la langue a absolument entériné que l'homme, on dit jamais que l'homme est corruptible, mais que l'homme est corrompu, c'est-à-dire qu'il a été corrompu par le péché originel. Saint Paul, c'est pas d'objet de désir, donc pas de péché. Et c'est surtout que saint Paul, c'est surtout cette espèce d'extravagance d'inventer un mot, un néologisme, qui est le mot incorruption. Il invente le mot incorruption. Après tout le monde s'était résigné à la corruption du vivant après la mort. Il invente le mot. C'est inouï à l'époque, vraiment au 1er siècle de l'ère chrétienne, c'est inouï d'inventer le mot incorruption. D'ailleurs, ça sonne, j'ai gardé le néologisme incorruption, que depuis on a dit incorruptibilité, mais quand il l'écrit en grec, c'est incorruption. Et qu'est-ce que c'est? Il imagine que l'homme a été créé immortel et innocent, et que par la faute d'Adam, par la faute du péché originel, il a été corrompu, et qu'il est mortel et non innocent et coupable
pour ne pas dire foncièrement mauvais, comme on sait que l'homme est naturellement foncièrement mauvais, autant qu'il est universellement mortel, il imagine que l'homme pourra, ayant été corrompu par le péché originel, il imagine, ou il espère, si on est chrétien, pourra retrouver son immortalité, son innocence d'origine telle qu'il a été créé. Et ça va impliquer après tout, pour saint Paul, c'est une logique du salut singulier. Chacun est responsable de son propre salut et peut espérer la résurrection du corps, c'est-à-dire l'incorruptibilité, en adhérant à une incorruptibilité morale. Parce que c'est ça qui est étonnant chez saint Paul, c'est qu'en fait, l'incorruptibilité du corps promise sera en adéquation avec une incorruptibilité morale. Voilà. Et l'imaginaire chrétien occidental, le nôtre, est pris, et notre pensée est entièrement pris là-dedans. Alors la chasse à la corruption, est-ce qu'elle est obligatoirement totalitaire? Vous avez pris l'exemple de Robespierre, c'est sûr qu'on ne pouvait pas se tromper là-dessus. Encore que l'exemple de Robespierre, après tout, c'est un très honorable et très admirable incorruptible. Et d'ailleurs, je signale que en chacun d'entre nous, il y a une part d'incorruptible. En tout cas, je l'espère. Nous souhaitons tous quand même, nous adhérons tous à un certain idéal quand même de perfection et d'innocence, même si nous reconnaissons aussi nos mauvaises pensées, nos mauvais fantasmes. On y retrouve aussi de la perversité, puisque derrière tout incorruptible, il y a toujours quelqu'un qui à un moment donné craque. Je vous citais, j'ai fait une brève allusion au gouverneur américain Eliot Spitzer là, des États-Unis, de l'État de New York, qui a mené des campagnes entières contre la corruption pour finalement être déchu. Il y a quelques semaines, on a vu que lui aussi trafiquait dans les réseaux de prostituées. Oui, oui. Alors, on ne peut pas dire que la lutte contre la corruption soit toujours totalitaire, hein, c'est certainement pas. En fait, par exemple en France, le délit de corruption est un délit extrêmement circonscrit par la loi, et donc quand on juge sur un fait, par exemple le manquement au devoir de probité pour un élu, c'est un fait, c'est une réalité, et on ne traque pas une qualité imaginaire de l'élu qui serait sa probité morale. C'est au moment où on confond, où la justice sort du jugement en droit pour devenir un jugement moral que ça devient totalitaire. C'est au moment où le politique, par exemple, veut un retour à un état originaire meilleur et se met en route une politique de salut qu'on entre dans le totalitarisme. Hein. Quand tout à coup le politique prend en charge comme ça le fait de créer un peuple parfaitement innocent ou parfaitement sain. Le traitement et même la conception de la corruption est-elle la même à travers le monde? Parce qu'il y a beaucoup d'endroits où elle fait partie intégrante du système social. C'est une question que je me suis posée, d'ailleurs j'en en parle pas dans les livres, c'est une question que je me suis posée. Il m'a semblé qu'en fait il n'y a de corruption au sens d'un délit, et donc de lutte contre la corruption au sens d'un délit, que dans les démocraties, dans la mesure où la probité est un des principes, la probité des élus et des fonctionnaires est un principe de la démocratie. Et on peut donc parler de corruption quand il y a un manquement à ce devoir de probité, parce que c'est une atteinte à la cohésion de l'État. Mais si on est dans un pays non démocratique, ça n'a aucun sens, absolument aucun sens de parler de corruption. Il faut parler simplement de malhonnêteté. Et d'ailleurs, même en démocratie française, je trouve que le mot corruption, j'en reviens comme ça que ça a pris l'importance des mots, porte avec lui trop d'imaginaire religieux, et que le code pénal devrait revenir à des déterminations de délit avec des mots très précis qui sont prévarication, subordination, qui n'entraînent pas cet imaginaire comme ça de jugement moral. On a trouvé un mot qui d'ailleurs qui est américain, qui atténue ça, c'est le lobbying, parce que justement la marge elle est assez faible. Pourquoi vous, psychanalyste, vous êtes intéressé spécialement à la corruption? Qu'est-ce qui vous a fasciné, intéressé? Eh bien, parce que en fait, en tant que psychanalyste, je travaille sur le fantasme, et que un des fantasmes de l'humain, c'est les fantasmes de pureté. Donc, se débarrasser de toute méchance, tout objet du mal, tout objet de jouissance et toute méchanceté, voilà, tout mal. Sinon que dans le totalitarisme de l'incorruptibilité, l'objet du mal est localisé chez l'autre, sur une catégorie de population. C'est-à-dire que le fantasme est nié, et tout
Le mauvais, c'est l'autre. La méchanceté, c'est l'autre. La jouissance des objets, des horribles objets du désir, c'est chez l'autre. Chez l'étranger, chez la femme, chez l'autre. Voilà. C'est en ça que ça m'a intéressé. Très bien, merci beaucoup. L'éloge de la corruption, Marie-Laure Susini, c'est aux éditions Fayard. Vous le voyez ici, ce livre. Merci beaucoup, Marie-Laure Susini. Merci bien. On va maintenant enchaîner avec la une des journaux de demain.